23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. À présent les titres de ce journal. J-1 avant l'investiture du président Alassane Ouattara. Les délégations affluent ici à Abidjan. Le vice-président Timo Komele Kone était cet après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir plusieurs chefs d'État invités. Parmi ces personnalités figurent les présidents sénégalais, gabonais, congolais et mauritaniens. Dans la rubrique La Grande Côte d'Ivoire ce soir, focus sur la défense, terrorisme, grande criminalité, orpaillage illégal, criminalité. Les défis sécuritaires sont nombreux. Face à ces menaces, les forces de défense restent mobilisées. Pour le quinquennat 2025-2030, la vision est claire, garantir la protection du territoire et des populations. Et puis au Bénin, après une tentative de coup d'État, une douzaine de militaires arrêtés. Dans la soirée, le chef d'État béninois Patrice Talon a rassuré, la situation est sous contrôle et cette tentative de coup d'État ne restera pas impunie. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. À la veille de l'investiture du président Alassane Ouattara, Abidjan accueille ses premiers invités de marque. Depuis cet après-midi, les chefs d'État se succèdent. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le vice-président Timo Komele Kone a accueilli plusieurs chefs d'État, notamment les présidents du Sénégal, du Gabon, du Congo et de la Mauritanie. Franco Adio. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux couleurs de l'Afrique ce dimanche. Ils sont plusieurs chefs d'État invités spéciaux à l'investiture du président de la République Alassane Ouattara ce lundi 8 décembre. Premier arrivé, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à 12h34. Il est accueilli au pied de l'avion par le vice-président Timo Komele Kone représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Traditionnelle cérémonie d'Akwaba et entretien dans la salle d'honneur du pavillon présidentiel. Accueil chaleureux aussi réservé au chef d'État gabonais, Brice Oligui Nguema, qui n'a pas manqué de saluer une délégation de chefs Hatchan avant son départ. C'est à 16h45 que le président de la République de la Mauritanie, Mohamed Ould Al Ghazouani, a été accueilli cette fois par le Premier ministre Robert Begré Mambé, qui avait avec lui plusieurs membres du gouvernement et plusieurs membres de la représentation diplomatique de ce pays en Côte d'Ivoire. À la suite du président de la Mauritanie, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et son homologue de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, ont aussi été reçus par leurs hôtes ivoiriens qui avaient à leur tête le chef du gouvernement, Robert Begré Mambé. Les délégations continuent d'affluer ici à Abidjan pour cette grande investiture. Le président sierra-léonais, président en exercice de la CEDEAO, a été accueilli par le Premier ministre. Le chef du gouvernement a également reçu le vice-président nigérian, puis le président libérien. Le ballet diplomatique se poursuit jusqu'au bout de la nuit, avec l'arrivée attendue demain lundi du président ghanéen et du président en exercice de l'Union africaine. Place maintenant à la rubrique qui met en lumière les grands chantiers de la nation. Bienvenue dans la Grande Côte d'Ivoire. Terrorisme, grand banditisme, cybercriminalité, orpaillage illégal face à ces menaces, la Côte d'Ivoire relève d'importants défis. Alors qu'Alassane Ouattara s'apprête à être investi pour son nouveau mandat, il défend une vision claire, une grande Côte d'Ivoire forte, stable et capable de protéger chaque citoyen. Le décryptage d'Alexis Ouedraogo. Le monde connaît actuellement le plus grand nombre de conflits étatiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2025, plus de 59 conflits ont été activés, offrant des brèches au terrorisme, à la cybercriminalité et aux menaces hybrides. Pour le quinquennat 2025-2030, le président de la République, chef suprême des armées, à travers sa vision d'une grande Côte d'Ivoire, s'engage pour sa population. Son pilier paix, sécurité et stabilité veut renforcer les efforts engagés pour la sécurité nationale, intensifier les actions coordonnées préventives et dissuasives pour garantir l'intégrité du territoire. À l'instar du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo et du Ghana, les pays du Golfe de Guinée tentent d'endiguer la propagation du djihadisme dans le Sahel. La Côte d'Ivoire, qui partage une frontière de près de 600 km avec le Burkina Faso, se bat pour la stabilité de cette zone. Face à la menace, le pays déploie la coopération régionale et internationale.
En dehors de l'accord de coopération militaire et de partage de renseignements signé en 2017 avec le Bénin, le Ghana et le Togo, le pays bénéficie d'appui de la France, des États-Unis, du Maroc, de la Chine, d'Israël ou encore de l'Inde. Et ce, à travers plusieurs initiatives, dont l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Au cœur de ces échanges, les questions de paix et sécurité, des actions portées sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le terrorisme. La stratégie de défense ne se limite pas seulement à la force militaire. Elle intègre le renforcement du dialogue avec les populations, les actions civilo-militaires, l'implication accrue des rois et chefs traditionnels, ainsi que de la société civile dans le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Pour une armée plus forte, professionnelle et républicaine, l'éthique et la discipline sont dynamisées au sein des corps. La capacité des forces optimisée. Et parce que leur engagement est le terreau de nos espérances, le bien-être du personnel militaire et celui de leur famille sont marqués comme des priorités. Des programmes spécifiques sont mis en œuvre pour le secteur du foncier rural. Avec eux, une stratégie nationale de cybersécurité est adoptée pour protéger les infrastructures critiques et les citoyens des cybermenaces. Une industrie de la défense est en construction. Gage de la vitalité de ce secteur, en avril 2026, la Côte d'Ivoire va accueillir une importante concentration de forces spéciales étrangères dans le cadre de Flintlock, la plus grande manœuvre annuelle du commandement des opérations spéciales américaines en Afrique. Selon l'ambassade des États-Unis, plus de 20 pays enverront leurs soldats d'élite participer à cet exercice d'envergure qui réunira au total 40 nations partenaires. Objectif, renforcer l'interopérabilité entre les armées, améliorer la coordination des opérations et développer des réponses efficaces aux menaces de l'heure. L'édition 2026 marquera la deuxième année consécutive où le pays accueille cet événement stratégique. La Grande Côte d'Ivoire veut contribuer à consolider une réponse régionale coordonnée contre l'expansion des groupes terroristes en Afrique de l'Ouest. Voilà, une sécurité renforcée, c'est aussi plus de cohésion sociale et les populations de Songo l'ont bien compris. Cela s'est traduit par une grande cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Les générations Blessoué, Passa et Nyandor ont salué ses actions en faveur de la paix et du développement. Ahmed Traoré. Les générations Blessoué, Passa et Nyandor veulent fédérer leurs énergies pour le développement de la commune de Songon. Ces générations l'ont signifié lors de la cérémonie d'hommage et de soutien au président de la République. Nous voulons avoir un esprit d'unité, un esprit travailleur. La plupart des jeunes qui sont dans notre mouvement sont des docteurs, des ingénieurs, la plupart des étudiants. Et généralement, ils sont en quête d'emploi. Et nous, notre souci, c'est de créer de l'emploi avec nos parrains, avec nous-mêmes aussi, qui sommes chefs d'entreprise. Donner de l'emploi à ces jeunes gens. Une approche vue d'un bon œil par le Premier ministre, décidé à rendre effectif ce projet. C'est la génération Blessoué et Nyandor, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous de 18 à 45 ans, ces deux générations qui ont décidé de soutenir la politique du président Alassane Ouattara à Songo. D'ailleurs, ils l'ont prouvé lors des élections présidentielles où Songo a fait plus de 91%. Et ce soir, ils ont tenu à le manifester de façon plus large en s'engageant à nos côtés et en faisant en sorte qu'ils puissent nous suivre pour préparer la relève. Lors de cette rencontre, le président de la génération Blessoué Passa a été intronisé. Les populations ont profité de cette rencontre pour adresser leurs remerciements au président Alassane Ouattara, ce pour son acharnement au développement de la Côte d'Ivoire et du renforcement de la cohésion sociale. Parler de paix, c'est aussi se souvenir de ceux qui l'ont porté au plus haut niveau. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à 36 ans. Retour sur l'histoire de cette prestigieuse distinction. Ces lauréats emblématiques et l'héritage du premier président ivoirien vu par la jeune génération. Franck Quadio. Et si le prix Félix Houphouët-Boigny m'était compté? Un prix qui a aujourd'hui 36 ans, l'âge de la perfection. À cette question, une date de référence, 1989,
À cette date, l'UNESCO institue un prix pour célébrer les personnalités portant les idéaux de paix. Une vision personnalisée par un homme, Félix Houphouët-Boigny, président ivoirien, et illustration parfaite de 1991. Nelson Mandela, figure de proue du militantisme noir et anti-apartheid, et Frédéric Declercq, président blanc d'Afrique du Sud, sont lauréats de la toute première édition. Une nomination symbole et du crédit pour le prix dès sa gestation. Le prix UNESCO, depuis lors, fait son chemin et porte au firmament des figures marquantes, certaines moins connues, mais non moins charismatiques. L'année 93, un trio détonne. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, et le président de l'OLP, Yasser Arafat. Le chantre du dialogue interreligieux en 2003, le cardinal Roger Tchegueraï, sans oublier François Hollande en 2013. Le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est certes la récompense de l'acteur de paix, mais c'est aussi celle de l'action pour la paix. Des personnes morales aux organisations en passant par des groupements d'intérêt et quelques années sans attribution, comme les années 2023, 2021, 2020, 2016, 2014 et ainsi de suite. Après Angela Merkel en 2023, dont la désignation a réuni les derniers défenseurs et porte-flambeaux de l'oufouettisme, l'ex-président le regretté Rikonan Bédié et le président Alassane Ouattara sur la même scène. Projection sur 2024, l'année de l'actuel futur président du Conseil européen Antonio Luis Santos da Costa, reconnu pour son engagement envers les pays en développement, et sa distinction sera faite dans quelques jours, en mai 2025. Une chose est certaine, l'idéal de paix professé par Félix Houphouët-Boigny, l'inspirateur du prix, sera encore préservé. Il n'y a pas à s'inquiéter de la pérennité de l'instrument et de sa pertinence pour le futur, car les jeunes artisans de la paix pour demain en ont une claire idée. La culture de la paix, qui sont des valeurs importantes pour nous, futurs étudiants et futurs travailleurs, futurs cadres du pays. Les valeurs qui permettent de cultiver la paix sont la démocratie, on a le respect des droits de l'homme, on a la tolérance, la non-violence. La paix, au-delà d'un mot, bien évidemment, en fonction de toutes ces citations, c'est un comportement, mais c'est aussi cette valeur qui nous permettra de vivre dans un cadre harmonieux en tant que société. La jeunesse qui interroge l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny et espère tracer ses pas dans les sillons des éminences déjà distinguées, comme l'espère Michel Kamdessu, vice-président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny et ancien directeur du FMI. Pendant que cet héritage de paix se transmet, la diplomatie, elle, ne s'arrête pas. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso relancent officiellement leur coopération bilatérale avec une mission à Ouagadougou, signe du dialogue voulu par le chef de l'État, Jean-Marc Djadji. Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, et son homologue burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, en séance de travail à Ouagadougou. Objectif : lever les incompréhensions et relancer la coopération bilatérale entre les deux États. La normalisation progressive des relations diplomatiques, la coopération sécuritaire et les questions transfrontalières sont au cœur des échanges. Il vous souviendra, et vous le savez au même titre que tous, qu'aujourd'hui, nos relations sont dans une situation particulière. Et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont les poumons d'un même corps économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, que nous puissions nous parler. Les deux homologues se sont engagés à promouvoir le rétablissement du dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une initiative institutionnelle fondée sur le respect mutuel, l'intérêt partagé et l'héritage de fraternité qui unit les populations. Après la diplomatie, intéressons-nous à un autre secteur, le secteur de l'énergie, en marge du sommet régional sur le développement du gaz Côte d'Ivoire-Bénin-Togo, qui se tiendra ici à Abidjan. Le vice-président de la Banque mondiale et les ministres en charge de l'énergie du Togo et du Bénin ont effectué une visite à la centrale thermique du Siprel-Vridi. Cette visite permet aux hôtes de s'inspirer de la politique mise en place à l'endroit des populations pour un accès à l'électricité fiable, de qualité et à moindre coût. Un tout autre sujet à présent, 8 mois après le lancement de la CMU, zéro cotisation. Quel bilan? Accès aux soins, prise en charge, avenir du dispositif. Le professeur Henri Diekakou était l'invité du Dimanche Magazine avec Marine Cognan. Suivons cet extrait.
Alors la CMU zéro cotisation, c'est une mesure hautement sociale qui a été prise par le gouvernement parce que pour bénéficier des prestations de la CMU, il faut être à jour, enrôlé et à jour de ses cotisations. Le gouvernement a décidé que pour les populations du secteur informel, eh bien, d'ouvrir les droits de ces populations-là sans besoin, sans obligation de cotisation. Il y a eu un renforcement de l'enrôlement puisque le 30 avril, nous étions à 18 millions et maintenant nous sommes à 22 millions. Donc ça veut dire que pendant cette période, nous avons enrôlé pratiquement 4 millions. L'enjeu, c'était l'accès aux prestations puisque les personnes du secteur informel qui ne payaient pas de cotisation ne pouvaient pas accéder aux prestations. Sur la période qui est en train de s'achever, eh bien, nous avons eu 2 200 000 actes médicaux qui ont été réalisés et qui représentent eh bien, les 2/3 de l'ensemble des actes qui ont été réalisés depuis le lancement de la couverture maladie universelle. Pour 2026, eh bien, on va passer de pratiquement 700 000 personnes prises en charge par le gouvernement à 1 500 000. Donc on va doubler eh bien, le nombre de personnes qui seront inscrites au RAM. Pour faire suite à l'opération de zéro cotisation, eh bien, il y a un mécanisme qui a été mis en place de manière à pouvoir capter les cotisations de manière pérenne. Et ce mécanisme-là, il va se mettre en place eh bien, fin janvier 2026 avec, à partir de la taxe communale. Ils incarnent l'avenir du pays et rêvent déjà de voler plus haut. 500 élèves ont découvert l'univers de l'aviation à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant. Une immersion rendue possible dans la belle ville de Korogo grâce à la Sodexam et l'UNICEF. Siekasi nous raconte. Pour permettre aux enfants de découvrir les couloirs de l'aéroport international de Korogo, une visite guidée avec les équipes de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la Sodexam. Circuit retenu, le parcours du voyageur vers l'avion sur le tarmac. Il est mieux de rester au village et regarder l'avion passer. Et c'est tout, il y a là tout comportement dangereux. La randonnée s'achève par des notes satisfaisantes pour les initiateurs, la Sodexam et son partenaire l'UNICEF. J'ai découvert l'aéroport de Korogo. Aujourd'hui, je suis content. Merci la Sodexam. Merci à l'UNICEF. Le préfet de la région du Poro a salué l'initiative et encouragé les enfants de Korogo à rêver grand. La journée mondiale de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre chaque année. L'édition 2025 marque le point de départ d'un engagement conjoint entre la Sodexam et son partenaire l'UNICEF dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. Une initiative inscrite dans la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de la Sodexam. Voilà, quand les rêves des enfants touchent le ciel, d'autres prennent forme sur le terrain numérique. Yamoussoukro est au cœur de cette révolution. La capitale politique abrite le Forum 2025 sur la normalisation des TIC en présence de l'ATCI, Boubacar Silla et Kadar Sogodogo. TICVET, normes et bonnes pratiques pour une transformation numérique durable en Côte d'Ivoire. C'est le thème de l'édition 2025 du Forum de la normalisation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication à Yamoussoukro, un atelier à l'initiative de l'autorité des régulations des télécommunications ARTCI. Le forum a pour objectif justement de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire et ensemble de pouvoir établir un certain nombre de discussions, d'échanges sur des grandes questions comme ce forum qui est la 12e édition. Comment faire en sorte de concilier justement le développement du numérique avec justement la prise en compte des objectifs environnementaux tels que notre pays s'est engagé à le faire durant la COP30. Le secteur du numérique représente près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une proportion qui pourrait doubler si rien n'est fait. Le forum offre l'opportunité de faire le point sur les engagements internationaux, notamment la résolution 73 de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications adoptée en 2024 à New Delhi qui promeut l'intégration des TIC dans les politiques d'adaptation climatique. Conformément aux objectifs ambitieux
fixés par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, et notamment notre engagement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 33,07% d'ici 2035. Plusieurs modules ont été portés sur l'efficacité énergétique des infrastructures et l'économie circulaire appliquée au numérique. Les conclusions des travaux sont remises aux autorités locales pour contribuer à l'orientation des stratégies nationales pour un développement numérique respectueux de l'environnement. Voilà, c'est un reportage de Boubacar Silla et Soro Corona de la station RTI Boaké. Informer autrement, c'est aussi se réinventer. À l'antenne et la RTI innove, un nouveau rendez-vous d'information est né sur la chaîne qui rassemble. Le journal des régions fait son entrée. Vision, objectifs et ambition du groupe RTI, expliqué par son directeur général, Jean-Martial Adou. Le journal des régions est porteur, disons, de beaucoup d'espérance. Nos journaux ne durent que 30 minutes de façon générale. 30 minutes pour l'actualité au niveau national que régional. Toutes ces études que nous avions engagées aboutissaient à une conclusion, à la même conclusion. Nos compatriotes aiment bien que nos médias parlent, disons, de leur vécu. Cela est très important. Avant même, disons, d'évoquer les sujets à l'international, il est, disons, indispensable qu'on parle, disons, de ce qui se passe sur le territoire national. Donc, le journal des régions que, disons, la nouvelle direction vient d'initier, vient combler un manque. C'est un premier pas. Vous n'allez quand même pas imaginer qu'on va s'arrêter là. On peut pas, il faut aller plus loin. Ce que nous envisageons, en tout cas dans un moyen terme, c'est de développer également des antennes, de véritables antennes de radio, mix radio-télévision au niveau régional. Pas mal de pays sont passés par là avant nous. Nous allons nous inspirer de leur expérience et en faire autant. Ce serait bien que du côté on va dire, de Mans, côté de San Pedro, qu'on ait une antenne de la RTI, une antenne mixte radio, télévision, qui fait de la production, qui promeut la culture au niveau régional et l'actualité régionale. Informer, c'est aussi accompagner le développement sur le terrain et illuminer nos localités. 3 villages du Gontougo ne seront plus dans l'obscurité. Ils viennent d'être électrifiés. Une avancée majeure qui réjouit les populations. Ils se sont exprimés au micro de Michel Mombo et Jean-Marc Djedji. Longtemps sans électricité, les villages de Bossoumara, Koumenagaré et Assouma-Bango, situés dans le département de Tanda, viennent d'être mis sous tension. Les difficultés liées au manque d'énergie électrique dans ces localités, les populations s'en souviennent. Dans le noir, à l'époque, c'était complètement difficile parce qu'on n'arrivait même pas à travailler la nuit. À partir de 18h, chacun chez lui à la maison. Avec l'électrification de ces 3 villages, les populations voient désormais l'avenir sous un jour nouveau, porteur d'opportunités sociales, économiques et éducatives. Avant, on étudiait dans le noir et aujourd'hui, on étudie en bas d'un lampadaire. Je remercie le président avec le ministre Adjoumani. Bon, maintenant, il peut aller à Abidjan pour aller faire achat, venir vendre le poisson et puis l'eau glacée pour satisfaire mes clients. Ce raccordement a été rendu possible dans cette région du Gontougo grâce au vaste programme national d'électrification porté par le président de la République, Alassane Ouattara. Une action saluée par le président du conseil régional, Koubina Kwasi Adjoumani, et les autres élus locaux. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé de désenclaver tous les villages. Au niveau de notre département, nous avons fini avec les villages de 500 habitants. Nous sommes maintenant en train d'aller vers les villages qui ont entre 200 et 300 habitants. Ça, c'est une grande prouesse qu'il convient de saluer. Et nous disons merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'instar de cette mise sous tension, Bossoumara a également bénéficié de la construction de 3 salles de classe. Une autre étape
pour le développement des villages du département de Tanda. Éducation, développement et spiritualité au cœur des communautés. 35 ans, 2 fois de prière et de solidarité. La paroisse Saint-Ambroise de Cocody-Angré célèbre son jubilé de rubis. Messe solennelle, action de grâce et prière pour la paix et la cohésion sociale. Jean-Marc Djedji. Après 35 ans de sacerdoce, d'évangélisation et de communion, les paroissiens de Saint-Ambroise de Cocody-Angré célèbrent le jubilé de rubis dans la ferveur et l'allégresse. Il y a eu beaucoup de prières qui ont meublé aussi ces 35 ans-là pour offrir à Dieu une action de grâce. Dans son homélie, le curé de la paroisse a rappelé aux fidèles chrétiens les valeurs de paix, d'unité, d'amour et de justice tirées des enseignements bibliques. C'est l'occasion pour nous, paroissiens de Saint-Ambroise de Cocody, de marquer une halte pour dire merci à Dieu pour ce chemin parcouru qui nous apporte la paix véritable qui vient de lui. Nous sommes invités à être des artisans de cette paix dans nos familles et puis au niveau de la nation pour que cette paix-là puisse rejaillir. Vous savez que s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas vivre heureux dans un pays. Pionniers et invités, au nombre desquels Célestin Kuala ont traduit leur reconnaissance à Dieu pour le chemin parcouru pendant ces 35 ans. Parrain de ce jubilé de rubis, il a émis le vœu d'une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est d'abord et avant tout un sentiment de joie, de reconnaissance à l'égard du Seigneur pour avoir accompagné la construction de cette église jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui au 35e anniversaire. C'est surtout l'occasion de rendre gloire au Seigneur et de lui dire merci. Merci infiniment pour la paix dans notre pays. Nous venons de vivre il y a quelques semaines des élections qui se sont très bien passées. Cela est d'abord et avant tout l'œuvre du Seigneur. Les fidèles ont manifesté leur gratitude à cette célébration des 35 ans de sacerdoce par des dons et des offrandes. Et pour refermer cette édition, un tour d'horizon de l'actualité internationale dans le 7 sur 7, réalisé par Jean-Marc Djedji. Alors que le bilan des inondations en Asie dépasse désormais les 1000 morts, le Sri Lanka et l'Indonésie ont déployé des militaires pour venir en aide aux victimes. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. Quelques 150 000 personnes se sont réunies à la messe en plein air, présidée par Léon XIV à Beyrouth, moment fort de son voyage au Liban. Le souverain pontife a également visité le site de l'explosion du port où il a rendu hommage aux victimes. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est arrivé à Pékin, entamant une visite d'État de 3 jours en Chine, placée sous le signe du business et de l'économie. L'objectif affiché, rééquilibrer des relations commerciales longtemps dominées par les importations chinoises, promouvoir les exportations françaises et donner un nouvel élan aux investissements bilatéraux. Donald Trump a présidé à Washington la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda qu'il a qualifié de miracle, malgré la poursuite de violents combats dans l'Est congolais. Paul Kagame a salué une médiation pragmatique tout en prévenant que la mise en œuvre de l'accord serait jalonnée de hauts et des bas. Chef d'un clan bédouin qui avait pris la tête d'une milice palestinienne anti-Hamas avec le soutien d'Israël à la faveur de la guerre dans la bande de Gaza, Yasser Abou Shebab a été mortellement blessé par balle, a déclaré sa milice. De nouvelles frappes russes massives ont endommagé des infrastructures ukrainiennes. Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec les négociateurs américains autour du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre. L'Europe prévoit un nouveau rendez-vous pour tenter de peser sur le texte. Des militaires béninois ont annoncé au matin sur la télévision publique avoir démis de ses fonctions Patrice Talon, qui devait passer la main en avril 2025 après 10 ans au pouvoir. Mais désormais, l'entourage du président affirme que la situation est sous contrôle et que Patrice Talon est en sécurité. Une douzaine de militaires ont été arrêtés d'après des sources sécuritaires.
Voilà, c'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Nos journaux sont à revoir sur RTI Play et RTI Info. Demain, ne manquez pas à partir de 10h sur RTI 1 la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, présentée par Fatou Fofana. Excellente nuit à tous.